Studio 54. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans Après les silences, le podcast dédié aux violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous recevons Aurélie Fayet, bonjour. Bonjour. Et Caroline Miano, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux intervenantes sociales en gendarmerie. On va parler avec vous pendant une petite demi-heure de cette mission méconnue où vous rencontrez régulièrement dans votre quotidien des femmes victimes de violences. Tout d'abord, Aurélie, en quelques mots, quel est le lien entre votre métier et ces violences faites aux femmes ? Alors, dans la mission d'intervenante sociale en gendarmerie, on est amené à rencontrer des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales suite à l'intervention d'une patrouille de gendarmerie ou suite à un signalement Internet. Et du coup, on peut se remettre en lien avec ces personnes. Caroline, ISG, intervenante sociale en gendarmerie, comme je le disais, c'est une mission assez méconnue. C'est quoi une ISG ? Alors, sur le département de Meurthe-et-Moselle, c'est un poste qui est porté par plusieurs partenaires, donc forcément le CD54, la gendarmerie, l'État, la CAF et certaines EPCI. L'idée, c'est vraiment comment, ensemble, on peut... on va dire faire de la dentelle dans des situations souvent dramatiques. Et on intervient au plus près, au plus vite. En complément, en fait, on est toujours quelque chose en plus. Souvent, effectivement, comme l'expliquait bien Aurélie, la saisine, elle vient des forces de l'ordre, donc du 17, mais on peut également intervenir sur interpellation des services sociaux, des hôpitaux, des écoles. Vraiment, on est un maillon d'une chaîne. Ça veut dire que vous travaillez avec un réseau aussi de partenaires. Il y a la maison de protection de la famille, par exemple. Alors oui, en effet, la maison de la protection de la famille, donc c'est une équipe en fait dédiée de la gendarmerie en fait qui se trouve à Nancy. Donc moi j'ai la chance de partager mes bureaux avec eux et effectivement on peut partager sur les situations, on peut travailler aussi ensemble à la formation notamment de la gendarmerie et aussi à des actions de prévention qu'on peut faire vers le public ou vers les professionnels. Et ça leur apporte beaucoup, en fait, votre mission aux gendarmes, Oui. sur leur métier, sur leur façon aussi de voir ou d'appréhender des situations. Oui, alors en fait, on a une dynamique, en fait, on va avoir un autre angle de vue, un autre prisme, en fait, finalement, parce qu'on a une technicité sociale, d'une évaluation et d'une analyse d'une situation sociale, là où il peut y avoir aussi également du pénal, et en fait, ça fait un double regard sur une situation qui permet de prendre un peu de la hauteur et de pouvoir en discuter, et on va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes alertes par rapport aux situations. Et en fait, cette complémentarité qu'on va avoir avec les forces de l'ordre va permettre d'accompagner au mieux en fait, les personnes en situation de détresse ou de victimes de violence. Ça permet aussi de les décharger d'une certaine façon. Ça permet qu'ils soient aussi concentrés sur la procédure. C'est leur métier, la procédure. De savoir aussi que derrière l'aspect, on va dire, humain, alors j'aime pas dire ça parce que ça voudrait dire qu'eux, ils travaillent pas dans l'humain et c'est pas vrai, mais voilà, de savoir que la prise en charge, elle est globale et qu'il y aura quelqu'un d'autre pour gérer justement la victime, les enfants, etc. Et ça, je pense que ça leur permet aussi de pouvoir se concentrer sur la procédure, parce que la procédure, c'est aussi faire le tri dans les informations, etc. Donc... oui, on est vraiment très complémentaires. Je ne sais plus si vous l'aviez précisé, Caroline, on parle d'intervenante sociale en gendarmerie, puisqu'il y a beaucoup d'interventions. Vous êtes avant tout des travailleuses sociales. Oui, c'est vrai. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Et moi, je suis assistante sociale de formation. On parlait de la maison de protection de la famille. Il y a d'autres partenaires, j'imagine le CIDFF, France Victimes. Alors en fait, on a toutes les deux des secteurs qui sont différents et chacune travaille en fait avec un parquet différent. Donc moi, par exemple, je travaille sur la compagnie de Val-de-Briey, donc avec le parquet de Briey, ce qui veut dire un réseau de partenaires qui est différent de celui d'Aurélie. Donc effectivement, moi, je travaille beaucoup avec le CEDIF. Mais ça va être également le SPIP du coin, l'association Alizé pour tout ce qui est hébergement, le conseil départemental, la CAF. J'ai envie de dire que notre partenariat, il est extensible. C'est-à-dire qu'on va aller chercher et demain, mon partenariat sera encore plus grand qu'aujourd'hui. Parfois, ce sont aussi les victimes qui vous contactent directement.
Oui, c'est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver effectivement. Alors soit c'est du recontact par rapport à quelques années plus tard, alors qu'on est intervenu dans la situation, parce que moi ça fait plus de 10 ans que je suis sur le poste. Donc j'ai aussi des personnes qui peuvent me rappeler des fois 5 ans plus tard, parce que la situation s'est dégradée, ou il y a quelque chose qui a changé. Et du coup elles peuvent me recontacter, ou c'est déjà arrivé par le biais de partenaires, ou même d'amis, ou de plaquettes. C'est un peu plus rare, mais ça peut arriver, oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, hélas, votre métier a du succès. Les saisines sont de plus en plus nombreuses et vous couvrez un territoire qui est immense. Heureusement, il y a une nouvelle ISG qui s'est un peu joint à l'équipe en Meurthe-et-Moselle qui va vous permettre de pouvoir recontacter, assurer quelque part un peu un suivi des victimes. Alors en zone gendarmerie, effectivement, sur le département 54, toute la zone gendarmerie, donc tout le département en zone gendarmerie est couvert. Ça a toujours été le cas. Après, maintenant, effectivement, de 1, on est passé à 2. Caroline est arrivée en 2021. Et là, récemment, une arrivée, effectivement, d'une nouvelle collègue. Donc, effectivement, ça fait un appel d'air un petit peu pour plus de disponibilité pour le secteur qu'on a déjà. On a beaucoup parlé du cadre, finalement, des partenaires, de votre mission. On n'a pas parlé de saisine. Ça ne parle pas forcément à tout le monde, le mot saisine. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Je ne sais pas s'il y a des... J'imagine qu'il n'y a jamais de routine, finalement, dans les saisines. Non, nos journées ne se ressemblent pas. Non, il n'y a aucune journée qui se ressemble. Alors les saisines, effectivement, dans la majorité des cas, on va parler de saisines en gendarmerie. Effectivement, comme je le disais en intro, suite à une intervention ou un dépôt de plainte à la brigade, ou effectivement une inquiétude d'un gendarme qui peut des fois sur un autre dossier pénal, en fait, se rendre compte qu'une personne est victime de violences conjugales. Ça peut arriver. Et du coup, ça, c'est des saisines qui sont, on va dire, directes par la gendarmerie. En saisine indirecte, on va avoir effectivement, comme le disait Caroline tout à l'heure, des partenaires en fait qui vont s'inquiéter pour une situation et qui vont venir vers nous parce qu'elles savent en fait qu'on peut être l'interface au niveau de la gendarmerie et qu'on a quand même une expertise assez intéressante au niveau du thème des violences conjugales, parce qu'on est plutôt bien formé et on continue à se former tout le temps. J'ai envie de dire aussi que notre intervention, elle arrive à n'importe quel moment d'un parcours. C'est-à-dire que nous, on peut intervenir avant une procédure, après une procédure, pendant une procédure. Et ce qui me semble important, c'est de rappeler que finalement, l'audition, le dépôt de plainte, c'est pas forcément le point de départ. Ça peut être aussi la sortie. Dans un parcours de violence, il n'y a pas un parcours qui ressemble à un autre. Et nous, on peut intervenir à n'importe quel moment. Et ça, c'est super important. Il n'y a pas de routine et j'imagine qu'il n'y a pas non plus de profil type de saisine. Ça concerne tous les âges, toutes les classes sociales. Oui. Ah oui, les violences conjugales, ça touche absolument toutes les classes sociales, tous les âges. Autant on peut avoir des très jeunes couples qui se sont installés depuis 1 ou 2 mois, comme autant on peut avoir des personnes qui sont installées en couple depuis plus de 40 ans. Oui, le CIDFF. Il y a eu une conférence territoriale sur les violences faites aux femmes il n'y a pas longtemps et le CIDFF de Longwy souligner que les violences au sein des jeunes couples étaient un peu en augmentation. Quand on préparait aussi l'émission, j'étais étonné de savoir qu'il y avait aussi beaucoup de couples âgés qui se retrouvaient dans des cas de violence. On ne s'imagine pas ça, en fait. Je pense que c'est lié à la libération de la parole. Je pense que les violences, elles ont toujours été présentes, mais que justement, on est face à quelque chose des mentalités qui changent et vraiment la prévention, des messages aussi qui sont portés, qui font qu'aujourd'hui, des personnes qui ont subi et qui ont un mode de fonctionnement violent arrivent à dire stop très tard. C'est vrai, on a des gens, parce que du coup, dans nos statistiques, on doit... noter certaines choses et c'est vrai qu'on relève des personnes, beaucoup de personnes de plus de 60 ans et il me semble d'ailleurs qu'il faudrait retrouver les chiffres, mais sur les féminicides en France, la population de femmes de plus de 60 ans est la plus présente. Quand on parle de violence, évidemment la plupart des gens pensent à des coups, à des violences physiques, mais il y a aussi et surtout des violences psychologiques, économiques, administratives, sexuelles, numériques. Ça vous le constatez aussi sur le terrain? Peut-être, j'imagine qu'elles se mixent, elles se mélangent, hélas. Oui, ça fait partie des questionnements au niveau de la procédure. Comme disait Caroline, on intervient avant ou pendant la procédure, mais c'est des questions qui, en tout cas, en gendarmerie, sont posées. En fait, toutes les catégories de violence, effectivement, on le constate plus. Effectivement, comme vous dites, ça se mélange. Le canevas en gendarmerie, il prévoit, dans le canevas d'audition, en fait, il est vraiment construit. Alors, ça a un avantage de pouvoir aborder tous les types de violences, y compris les violences administratives. D'accord ? Violences économiques, violences psychologiques, violences sexuelles,
violence physique, maltraitance aux animaux, violence sur les enfants. Donc le canevas, il est très long, mais il est très complet. Et ça permet effectivement d'aborder tout. Parce que le déclencheur chez une victime ne sera pas le même chez une autre. Et c'est vrai que parfois, certaines femmes vont tolérer des violences extrêmes, et il y aura un passage à l'acte qui va être plus violent ou qui va les décider à passer le cap d'une fin d'une relation difficile. Et on parle d'audition, ça peut faire peur, puisqu'on s'imagine un tribunal, on s'imagine une salle d'interrogatoire, ça se passe pas comme ça. L'idée, c'est aussi de mettre en confiance les personnes que vous rencontrez. Vous pouvez aussi les rencontrer dans un endroit neutre, c'est ça ? Oui, moi je parlerais plutôt de rencontre. Alors il y a le côté audition, effectivement, du côté légal de la part des gendarmes, mais qui savent aussi se mettre dans des bureaux un peu plus loin de la salle d'attente, un peu plus intimiste, et du coup donner la parole en confiance en fait à la personne. Pour nous, dans le cadre de notre rencontre, effectivement, on s'est toujours dit avec Caroline, on n'a pas de limite. En fait, on se met aucune limite. S'il faut rencontrer la personne sur son lieu de travail, on le fera toujours avec son accord, évidemment. On était déjà parlé, il y a une dame, elle me dit « Moi, je me sens bien au cinéma de Ludre ». Bah, pourquoi pas, à ce moment-là, on se prend un café au cinéma de Ludre et puis on discute ici. Parce que pour elle, c'est plus simple d'être là que d'être à la gendarmerie ou que d'être au domicile parce qu'elle vit encore chez ses parents. Donc vraiment, on se met aucune limite sur le lieu, on se déplace, on s'adapte toujours à la personne. Moi, je leur dis toujours, si vous vous sentez bien dans un endroit, à ce moment-là, on se rencontre dans l'endroit là où vous vous sentez bien. Ouais. Ça peut être chez un ami, chez une amie. Et puis souvent, moi, ce que je leur dis aussi, c'est non, aujourd'hui, c'est à moi de m'adapter. C'est-à-dire que j'imagine que dans votre parcours, vous vous êtes adapté à plein de choses. Et que vous avez subi les choses. Et là, maintenant, c'est à moi de m'adapter. Je m'adapterai à là où vous êtes disponible, au moment où vous êtes disponible et où vous êtes disponible. Et c'est vrai que ça fait des entretiens dans des lieux un peu originaux, on va dire ça, des parkings, des parcs. Voilà, on s'adapte au plus. Mais c'est important. C'est important parce que le temps est très important dans la prise en charge. Le lieu et le moment, puisque parfois elles doivent s'extraire, parfois dans des temps très courts. Pour ne pas attirer l'attention de l'auteur des violences, c'est ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire sur les temps de pause d'une dame qui travaille dans une grande surface sur le parking. Oui, pareil, en fait, on s'adapte au niveau du travail, au niveau des délais, parce qu'il y a aussi la prise en charge des enfants le soir récupérés à l'école, des contraintes des fois de cantine ou entre midi et 2. Donc si on va au plus près de là où est la personne, en fait, ça va l'arranger. Parce qu'on peut pas toujours faire des entretiens par téléphone, il y a des situations qui sont quand même assez complexes où il faut prendre le temps de se voir, c'est important. Et je trouve aussi, je leur dis souvent aux personnes que c'est important de mettre aussi un visage sur un nom et sur la personne qui peut leur parler et leur apporter des conseils. Et du coup, le fait de se voir, je trouve que ça facilite pas mal de choses. Après les silences, on parle des violences faites aux femmes. Il y a des rencontres, on va dire, programmées. Il y a aussi, parfois, vous intervenez sur des moments de crise, de l'événementiel, aux côtés des gendarmes, je crois. Oui. Et vous avez un rôle de désamorceur, presque. Je sais pas si c'est vraiment ça. Je pense que c'est plutôt, encore une fois, le côté couteau suisse, quoi. C'est-à-dire que eux vont s'occuper de l'urgence, l'audition, la garde à vue, la perquisition. Et nous, on arrive, mais parce que voilà, ils ont estimé, à ce moment-là, ils ont évalué que notre présence allait être nécessaire. Donc on arrive dans l'urgence parce qu'il y a des enfants, parce que madame elle est en panique sur un détail qui va relever de notre compétence. Alors ça va être comment je vais faire pour rester dans le logement, mais où sont mes papiers. Enfin voilà, on va vraiment sur des choses, mais c'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont importantes pour elle, mais le gendarme n'aura pas la réponse. Et encore une fois, l'ISG, elle est là pour ça. C'est-à-dire que la réponse pénale n'est pas la réponse à toutes les questions d'une victime. Donc voilà, effectivement, on intervient dans l'urgence, mais c'est chouette. Enfin, moi, j'adore ça. Travailler comme ça, je trouve que c'est le plus probant, en fait. Ouais. C'est vraiment un moment où les personnes peuvent souffler, peuvent se reposer sur vous. Enfin, c'est le côté sécurisant qu'apporte la police sur le côté sécurité physique, mais vous, il y a le côté sécurité émotionnelle aussi. Oui. Et puis, en plus, d'être là à ce moment-là, ça leur permet aussi de pouvoir, je trouve, nous réinterpeller par la suite dès qu'il y a un moment de crispation aussi, de savoir dire on est vraiment identifié, enfin j'ai le sentiment qu'on est identifié pour des personnes sur qui on peut s'appuyer dans des moments très 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 douloureux. Et on a parfois des personnes qui ont un accompagnement social, mais ces choses-là ne vont pas forcément être discutées avec la personne, le professionnel qui les accompagne. Mais comme nous, on est associés à un moment de crise, forcément, les mots, ils sont posés par l'événement.
Donc il n'y a pas de difficulté à aborder finalement le quotidien, puisqu'on est là. On est là quand ça s'est passé, on est là quand il y a encore les ecchymoses, on est là à ce moment-là quand il y a encore les débris de verre. Donc forcément, les mots, ils ont pas besoin d'être posés. Alors est-ce que c'est ça aussi qui est facilitateur dans la rencontre avec les gens ? Oui, parce que comme tu dis, ce qui peut être des fois, ce qui est épuisant en fait pour les personnes victimes, c'est de répéter l'histoire, parce qu'en répétant l'histoire et en expliquant, elles revivent le trauma en fait, surtout quand il s'agit de violences graves et sexuelles. Et justement, la jeune femme là que je peux recevoir au cinéma de Ludre, c'est ça. Elle me dit, je vais devoir encore être entendue. C'est difficile pour moi. À chaque fois, je revis. Donc, du coup, le lien aussi qu'on peut faire derrière, de dire à la gendarmerie, ok, je sais que vous devez la réauditionner. Est-ce que vous pouvez caler votre audition un petit peu juste avant le rendez-vous qu'elle a avec son psychologue, parce que comme ça permettra aussi de débriefer, puis de pas de la laisser un peu comme ça toute seule. On est là aussi pour ça, pour apporter du lien et pour un peu sécuriser, on va dire, le parcours finalement de la victime. Et comme disait Caroline, effectivement, des fois elle n'est pas forcément obligée de mettre des mots, parce qu'on est au courant, on a compris l'histoire, donc elle n'est pas obligée de tout nous réexpliquer pour qu'on comprenne, alors que plus difficilement quand on va aller vers un autre peut-être partenaire qui nous connaît pas du tout, de devoir expliquer, de pas trop savoir quelle est sa demande aussi, parce que finalement la personne elle a pas toujours une demande en particulier, c'est nous qui allons un peu imaginer, voir avec elle, c'est nous qui allons penser à des choses. De dire, est-ce que vous lui suggérer du coup lui suggérer effectivement de saisir le JAF s'il y a des enfants au niveau du logement, des affaires familiales. Oui. C'est ça. Du coup on va suggérer effectivement des choses parce qu'on a l'habitude du parcours en fait ce que ça amène quoi. Autre complexité du métier d'intervenant social en gendarmerie, on a beaucoup abordé les violences faites aux femmes sous cette dualité homme violent, femme victime. Parfois, c'est plus complexe que ça. Parfois, c'est le couple qui est défaillant. La limite entre l'auteur et la victime n'est pas toujours facile à déceler. Alors, si tu regardes bien, on n'a pas dit homme violent et femme victime. On a parlé de victime et d'auteur. On genre pas. Oui, non, mais c'est moi qui volontairement... On genre pas, nous. C'est moi qui volontairement présente les choses comme ça, puisque c'est une émission sur les violences faites aux femmes. Oui, c'est vrai, mais je voulais nous, revenir sur la réalité du terrain, où des fois, c'est vrai. cette limite est complexe. Oui. Ce qui est horrible, c'est qu'on peut en parler aussi. On a déjà diffusé quelques podcasts. Ce qui est incroyable, c'est que quand je demande des retours à des hommes, la première ou deuxième chose qu'on me dit, c'est « et les violences faites aux hommes ». Oui, bien sûr. Après, nous, c'est une habitude de travail, on genre pas. D'ailleurs, en plus, les termes en gendarmerie permettent de pas genrer. Auteur, victime, c'est pas genré. Et mis en cause, du coup, ce sera une mise en cause aussi, si c'était elle qui était mise en cause. Ouais. C'est vrai que c'est... Mais oui, la frontière, elle est fragile. Alors, le peu d'expérience que j'ai dans le travail qu'on peut faire avec les auteurs, c'est le constat qu'ils ont été victimes à un moment donné dans leur parcours d'enfant, souvent. Et c'est vrai que nous, on a accès à des auteurs qui sont déjà dans une capacité de réflexion, parce que donc c'est déjà, on va dire, des auteurs qui ont déjà cheminé. Et notre travail, à ce moment-là, il est vraiment de les réorienter vers des dispositifs dédiés. On ne peut pas être compétente dans tout. Donc, c'est super important, de se dire, je ne sais pas faire. Je peux ouvrir les portes, mais pas savoir tout faire. Et oui, en fait, on a quand même cette lecture-là d'un parcours de vie éprouvant pour eux dans leur vie. Mais pas tous. En tout cas, une partie de ceux que j'ai rencontrés, effectivement, avaient eux-mêmes été victimes dans leur enfance. Je me suis permis de nuancer. Rappelons tout de même, et le dernier rapport du ministère sur les violences montre quand même que la très très grande majorité de toutes les formes de violence, ce sont en grande majorité les femmes qui les subissent, et encore plus quand il s'agit de violences sexuelles. Et les chiffres doivent être encore plus minimes quand il s'agit plus minimisés. Je m'exprime mal, concernant les enfants, parce que les violences faites aux enfants sont énormissimes. C'est très compliqué. On n'a pas forcément Alors, on a des enfants qui sont co-victimes. Ça y est, les termes ont changé. On n'est plus sur des enfants témoins des violences intrafamiliales. On parle d'enfants co-victimes. Et les lois, elles changent. La reconnaissance de l'enfant victime, elle est importante. Et je pense que là, les chiffres, encore une fois, ils sont minimes. Le jour où on va avancer, tout sera prêt pour prendre en charge ces gamins-là, les chiffres vont exploser. Quelques chiffres peut-être pour que les gens se rendent compte du pain sur la planche que vous avez. Par année, ça représente combien de saisines, de rencontres ? Moi, je sais que je suis à plus de 1000 entretiens, entre 1100 et 1200 entretiens par an, au
Aurélie, on est à peu près entre 350 et toi, tu dois être à 400 et quelques saisines. C'est ça, oui, le nombre d'entretiens derrière, en fait. Et c'est vrai que pour une saisine et une famille, ça va peut-être aussi nous demander de rencontrer beaucoup de personnes. On peut rencontrer la maman, le papa, s'il y a un tiers à un moment donné dans la famille qui peut être utile à la famille et qui est d'accord un petit peu pour prendre en charge un petit peu la famille. Je pense aux grands-parents, je pense à une tante, je pense à une amie. À un moment donné, on va pouvoir aussi rencontrer ces personnes-là et puis tous nos partenaires, effectivement, partenaires sociaux et médicaux. Donc en fait, effectivement, ça fait beaucoup d'entretiens et de saisines et on s'est rendu compte effectivement que c'était exponentiel dans le sens où on a toujours plus d'année en année. Dans le sens où, en fait, plus la mission est connue, plus les gendarmes ont l'habitude de travailler avec nous, plus, du coup, ils vont nous saisir. Caroline, Aurélie, merci beaucoup. On voulait terminer cette émission par les histoires qui vous ont marqué, dans le négatif comme dans le positif. Soit l'un, soit l'autre, ou les deux. Alors moi je vais rester dans le positif, on va essayer d'être positive. Une histoire qui m'a marquée en fait, c'était comme on en parlait tout à l'heure, en fait une personne plutôt âgée, vraiment avec une vie de couple de presque 40-50 ans de vie de couple. Et comme le disait Caroline tout à l'heure, en fait, un fonctionnement de couple qui fait que finalement il y avait énormément de violences. Elles étaient essentiellement psychologiques, mais c'était tous les jours. En fait, une dame qui pouvait pas aller se promener dans les bois si son mari surveillait pas où elle était, à quelle heure elle devait y aller, voilà. Et à un moment donné, elle s'achemine un petit peu dans son esprit, elle se dit je vais peut-être partir. Et elle arrive dans la pharmacie du village et elle demande des cartons. Et heureusement, finalement, je dis heureusement parce qu'en fait, il y a tout un travail de formation aussi à faire sur les tiers, sur les partenaires, sur toute la population finalement. La pharmacienne de ce village-là était formée aux violences conjugales. Elle avait bénéficié d'une formation sur ce territoire-là. Et elle a pu poser les bonnes questions et comprendre que cette dame-là était victime de violences conjugales. Et du coup, elle a pu l'amener vers la brigade de gendarmerie et vers moi. Et on a pu faire tout un travail en amont de la plainte, parce que c'était pas quelqu'un qui voulait déposer plainte, c'était pas quelqu'un qui voulait forcément amener une procédure, mais d'un autre côté, elle voulait que ça s'arrête, elle voulait quand même aspirer à une autre vie, mais tout en restant en fait quand même dans ce village qu'elle a affectionné. Et en fait, avec tout le travail qu'on a pu faire en amont avec le gendarme et avec moi et avec la juriste du CEDIF sur ce secteur, on a réussi à monter une procédure pénale tout en soutenant cette dame-là au niveau psychologique, juridique, en pouvant lui expliquer tout ce qui pouvait se passer. Et on a eu une décision pénale assez intéressante puisque monsieur a été évincé du domicile, ce qui fait que madame a pu garder sa maison. Et voilà, en fait, on était sur quelque chose d'assez positif parce que c'était pas forcément une demande... Enfin, je pense que cette dame-là, au moment où elle s'est présentée à la pharmacie pour demander des cartons, elle n'aurait jamais imaginé qu'on puisse tous, à un moment donné, que cette chaîne, comme dit Caroline, on fait de la dentelle, que cette chaîne, à un moment donné, puisse tout le monde, à un moment donné, se dire « Ah bah tiens, je vais penser à telle personne, je vais penser à telle personne, et comment on va l'accompagner ?» Et finalement, on était avec quelqu'un qui maintenant, nous dit qu'elle revit, quoi. Je pense qu'on est positive, en fait. Oui. Je pense qu'on est des personnes positives parce que on se doit d'y croire en fait. Et ça, on a vraiment ce point commun avec Aurélie. On est très proactive. Ça, c'est ton mot à toi. Alors mon mot à moi, c'est dentelle, et ton mot à toi, c'est proactive. Et c'est vrai que on est dynamique, on y croit, on est positive et on y va et on avance et en même temps, on fonce pas, on se met au rythme. Et c'est vrai qu'on se doit, je trouve, de garder cet état d'esprit là, de se dire on va y arriver, on va l'aider et ça va marcher. C'est comme ça qu'on arrive à rallier aussi et à unir les gens autour d'une sortie. Voilà. Quel message vous voulez porter aujourd'hui, ou peut-être aux femmes qui nous écoutent, ou aux témoins de violences, aux enfants, aux proches, aux parents, aux amis qui sont témoins? Moi, je voulais dire qu'en fait, il faut ne pas hésiter à en parler. Soit à des services sociaux ou des partenaires ou plus généralement le 3919 ou un appel ou une plateforme où se renseigner, soit aussi un collègue de travail qui à un moment donné va connaître quelqu'un. Là, l'exemple que j'ai donné, c'est la pharmacienne qui du coup est formée et qui du coup peut débloquer quelque chose. Et le fait d'en parler, en fait, ça va permettre de tisser comme ça ce lien. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'inquiéter de la situation, ça peut être aussi le maire d'une commune. En fait, voilà, il suffit d'une personne à un moment donné qui va pouvoir relayer l'information, dire « Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui sait peut-être ». Voilà, c'est ce que je conseillerais, moi. De ne pas rester seule avec ça. C'est vrai, sortir de l'isolement, c'est important. Merci beaucoup Aurélie Failly et Caroline Miano, intervenantes sociales en gendarmerie.
en Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site du département de Meurthe-et-Moselle. Au revoir. Merci. C'était Après les silences, on parlait des violences faites aux femmes. Un programme proposé par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle en partenariat avec la coordination des radios associatives de Lorraine. À réécouter sur meurthe-et-moselle.fr/studio 54. Une question, un doute, un appel à l'aide ? Composez le 39 19. C'est anonyme et gratuit. 39 19.